Connaissance, recherche, sciences, et mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Bon, d'abord, je vais un peu m'excuser pour le fait qu'effectivement, dans les 3 dernières semaines, on a eu beaucoup de matériel à présenter, mais disons, avec Paolo Di Vecchio, on avait notre programme et donc on voulait couvrir certaines choses. Donc, on a effectivement mis beaucoup de choses dans les heures qu'on avait. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, au moins, on va faire les choses un peu plus relax. Bon, déjà aujourd'hui, au moins le cours va être un peu plus historique et donc un peu moins de maths et un peu plus d'autres choses. Je dois quand même commencer avec deux diapositives que j'avais laissées la semaine passée. Donc, juste pour compléter, c'est ce que j'avais dit la semaine passée. Vous ne l'avez pas dans votre note, vous l'avez dans les notes de la semaine passée. Donc, c'était la question de comment faire la théorie quantique de la corde fermionique. Et, disons, on y va très rapidement parce que c'est vraiment une généralisation assez simple de ce qu'on a fait avec la corde bosonique. C'est-à-dire, on utilise le fait qu'il y a encore une invariance résiduelle des jauges pour fixer complètement la jauge, dans le sens qu'on identifie une des coordonnées de l'espace-temps avec la coordonnée tau de la surface de l'univers. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait déjà avec la corde bosonique. Maintenant, comme on a aussi la coordonnée fermionique, mais on a en plus des invariances des jauges résiduelles additionnelles à cause de la supersymétrie, on peut aussi fixer une des coordonnées fermioniques. Rappelez-vous que les fermions avaient un index mu comme la coordonnée bosonique. C'est un spinaire par rapport à 2 dimensions, mais c'était encore un vecteur à 2 composantes dans l'espace-temps. Donc on fait la même chose, on prend aussi la composante 0 plus ou moins, pardon, là j'aurais dû mettre juste les moins, j'ai oublié. Donc psi 0 plus psi d moins 1 égale 0. Donc, et après, on écrit les contraintes qui sont une généralisation aussi assez simple des contraintes de la corde bosonique. Les contraintes de la corde bosonique, c'est cette quantité-là égale 0. Là, quand je mets un petit point, ça veut dire que c'est le produit de Lorentz fait par la somme sur les index de Lorentz. Et pour la contrainte bosonique, on a ces termes en plus. Et après, il y a une contrainte fermionique. Alors, ces contraintes-là nous permettent, dans ces jauges-là, d'exprimer les composants moins, x moins et psi moins. Bon, psi moins est ça avec le signe moins, x moins est défini là, en termes des opérateurs transverses, c'est-à-dire des composantes 1, 2 jusqu'à d-2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut écrire les générateurs du groupe de Lorentz seulement en termes des oscillateurs transverses, mais comme on a brisé l'invariance de Lorentz explicite, on doit vérifier à la main que l'algèbre de Lorentz est respectée. Et en particulier, on doit imposer que
les commutateurs de deux transformations de Lorentz du type plus I plus J donnent 0, parce que l'algèbre de Lorentz nous donne ça. On fait les calculs et on obtient une expression assez compliquée qui va à 0 seulement si 2 égale 10, parce que si 2 égale 10, on obtient 8 divisé par 8 moins 1. Quand on met 10 ici, on obtient alpha 0 égale 1,5. Donc, seulement dans ces deux conditions, on a l'algèbre de Lorentz au niveau quantique. Donc, on n'a pas des anomalies dans l'algèbre de Lorentz. Donc, c'est ça qui nous donne les dimensions de l'espace-temps critique dans la théorie des cordes fermioniques, D égale 10. Et aussi, il nous donne les spectres, parce qu'une fois que je connais c'est alpha 0, je connais les spectres de la théorie. Bien sûr, on peut refaire les calculs avec d'autres méthodes, par exemple la généralisation à la corde fermionique de la procédure que Paolo Di Vecchi avait illustrée pour la corde bosonique, donc l'approche plus, disons, en variante de Lorentz, si on veut, mais avec les ghosts, si vous voulez, les fantômes, et on obtient bien sûr les mêmes résultats. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire la dernière fois et je n'ai pas eu le temps. On se met donc dans les nouveaux sujets. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être un peu plus douce. Donc, si vous voulez, une fois qu'on avait compris que derrière les modèles duals, il y avait une corde quantique, cette théorie, ces modèles étaient devenus un peu plus respectables pour la communauté scientifique. C'est intéressant peut-être de regarder sur le site une histoire due à Louis Clavelli, quelqu'un qui a collaboré aussi avec Pierre Ramond. Ils étaient ensemble, Clavelli, Ramond, David Gordon, c'est ce qui est devenu aujourd'hui Fermilab, à Chicago, près de Chicago. À ce temps-là, il s'appelait NAL, National Accelerator Laboratory. Et donc, il y a une histoire très intéressante de ces petits groupes de jeunes théoriciens et comment ils ont été traités, ou maltraités. Bon, de toute façon, c'est clair que du point de vue théorique, on avait fait des progrès remarquables. La démonstration qu'il n'y avait pas de fantômes dans la théorie, c'était une. L'autre, c'était l'effet d'avoir pu rajouter d'une façon cohérente des fermions. Et il y avait aussi, bien sûr, des propriétés au moins qualitatives qui étaient vraiment en accord très bon avec les données expérimentales. En particulier, l'effet que les trajectoires des règles étaient expérimentalement très près d'être linéaires, des lignes droites, avec une pente universelle. Et aussi, il y avait un point un peu plus, disons, particulier, c'était la dégénérescence des trajectoires avec signature paire et impaire. Je vous explique ça. C'est une conséquence, en effet, de la dualité de Dolan, Horner, Schmidt. Et comme cette dualité est mise dans les modèles duals, bien sûr, elle est respectée. Là, disons, j'ai projeté encore un esquisse de ce que sont les trajectoires des règles qu'on connaît de façon expérimentale. Et ça, si vous voulez, c'est les trajectoires des règles de la corde fermionique qu'on a vue la dernière fois. Donc, vous voyez qu'il y a des similitudes impressionnantes. Donc, le fait qu'il y a des trajectoires rectilignes, c'est vrai dans les modèles, c'est vrai dans la réalité. Le fait que, par exemple, la trajectoire avec le nombre quantique du vide, c'est ce qu'on appelle en physique hadronique le Pomeron, est plus haute et plus plate, et avec une pente qui est plus ou moins la moitié de l'autre,
elle est aussi vraie. Mais bien sûr, il y a des... et cette dégénérescence, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'effet que, vous voyez, il y a la trajectoire de la particule où il y a la ρ, la particule ρ, une résonance en 2 pions, et sur la même trajectoire, il y a une résonance de spin 2. Alors, a priori, ce n'est pas nécessaire que ces 2 particules soient sur la même trajectoire. Disons, la théorie de Regge nous dit que les trajectoires des spins paires et impaires peuvent être non dégénérées. Donc, il n'y a aucune raison, mais la dualité implique cette dégénérance. Les modèles duals, bien sûr, les mêmes choses. Donc, ça, c'était aussi un succès de la théorie. Mais si on regarde, bien sûr, les détails ne marchent pas. Hein. Dans les détails, vous voyez que la trajectoire du poméron est presque 1 ici, et là, elle est à 2. Au lieu de 1,5, on a 1. Je vous rappelle que cette trajectoire-là, qui heureusement passerait par 1,5 comme celle-là, elle est éliminée par la projection de GSO, comme on a vu. Et en effet, si on la gardait, elle contient un tachyon. Et bien sûr, il n'y a pas de tachyon dans la réalité. Et, bon, et après, il y a d'autres particules de masse nulle, comme une particule de spin 3,5. Effectivement, il y a une particule qu'on connaît, spin 3,5, c'est la résonance delta, un pion nucléon. Mais vous voyez, la masse est complètement... Donc, c'est ce que j'écris là tout à l'heure, qu'il y a bien sûr des succès, mais il y a aussi des problèmes. À commencer par le fait que les dimensions de l'espace-temps ne peuvent pas être égales à 4. C'est pas mal comme problème. Et surtout, la présence de particules à masse nulle, qui est, disons, ça c'est la chose la plus frappante, mais si vous voulez, il y a en général que les états à plus basse masse ou énergie ne sont pas ceux qu'on observe expérimentalement. Si vous voulez, on peut dire que les succès des amplitudes pp en pp et pp en pi oméga à plusieurs particules en collision, elle n'avait pas réussi. Hein? Donc, au niveau de la fonction à 4 points, on peut avoir des choses qui marchent assez bien expérimentalement, mais on ne peut pas avoir une généralisation de ça. Quand on fait la généralisation, on obtient les spectres que je vous ai indiqués. Donc, mais disons, à ce moment-là, les gens qui travaillaient sur la théorie des cordes avaient quand même des espoirs, parce que, bon, finalement, on avait réussi à réduire D devant 6 à 10, donc on pensait, bon, peut-être, si on travaille encore un peu plus, on peut arriver à 4. En effet, entre parenthèses, on peut construire des modèles qui ont encore plus de supersymétrie sur la surface de l'univers. Techniquement, on appelle ça théorie n égale 2 au lieu de n égale 1. Mais quand on fait ça, tout d'un coup, la dimension critique devient trop petite. Elle va tout de suite à 2. Donc, on n'atteint pas 4. Malchance, hein? Pas de bol. Et l'autre problème, c'était ces tachyons. Mais disons, on a vu qu'on pouvait l'éliminer avec la projection du SO. Et bon, ça, ce n'était pas un gros problème. Par contre, on avait l'espoir qu'on pouvait donner peut-être de la masse, des masses au boson de jauge en faisant le même truc qu'on fait dans les modèles standards, quand, avec les mécanismes de Higgs, on donne la masse au boson W et Z0. Mais, disons, personne n'a vraiment compris comment faire ça dans la théorie des cordes. Mais, disons, pendant quelques années, il y avait des espoirs que ces problèmes étaient surmontables. Malheureusement, il y avait, je pense, un problème encore plus sérieux que tout ce que j'ai dit jusque-là.
Et je pense que les problèmes principaux, c'était l'effet, c'est ce qu'on appelle softness, le fait que la théorie des codes est mou. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en représentant des particules comme des objets étendus, c'est très difficile de faire des collisions avec un grand transfert d'impulsion entre les deux objets. Donc, bon, on peut faire des analogies avec les collisions des voitures, si vous voulez, mais c'est assez clair que pour avoir des processus avec des grands changements, il faut quelque chose de dur, comme, je sais pas, des balles de billard qui se frappent entre eux. Alors, on avait déjà vu cette propriété au niveau de la fonction bêta, de la fonction à 4 points, quand on a calculé les comportements à angle fixe et grandes énergies. L'amplitude des collisions décroît comme une exponentielle de S, de l'énergie au carré, donc très, très fortement. Et ces calculs avaient été généralisés aussi à des amplitudes avec beaucoup de particules. Par exemple, on peut calculer la distribution de l'impulsion transverse à la direction de la collision. C'est ce qu'on appelle la distribution inclusive à une particule. Donc, on observe une particule, on ne regarde pas tout le reste, et on regarde la distribution de n'importe quelle particule dans l'état final. Et on trouve là aussi une section efficace qui décroît d'une façon exponentielle. Alors, en même temps, les expériences avaient accumulé des données qui donnaient des indications exactement dans les sens contraires. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des processus durs qui n'étaient pas tellement rares que la théorie des codes voulait. Donc, absolument pas de suppression exponentielle de ces processus. Et là, je fais référence à au moins ces 4 données expérimentales. Il y avait des mesures faites à l'accélérateur à Cambridge Electron Accelerator, du rapport entre la section efficace électron-positron 1 hadron divisé par la section efficace électron-positron en muon anti-muon. Alors là, évidemment, disons, il s'agit de particules sans taille, si vous voulez, et là, on s'attendait que ces rapports allaient décroître avec l'énergie. Et les données expérimentales montraient que ces rapports avaient comme limite une constante à haute énergie. C'est lié au point 4. Là, on s'attendait, dans une théorie comme la théorie des codes, que ces sections efficaces aillent vers 0 à grandes énergies. Et après, il y avait d'autres choses importantes, comme c'est ce qu'on appelle Bjorkin scaling dans la collision électron-positron, un électron plus n'importe quoi. Donc, on mesurait cette section efficace en fonction de l'impulsion transférée entre l'électron initial et l'électron final. Et à nouveau, disons, l'interprétation de ces données expérimentales avait amené à dire que dans les protons, il devait y avoir des objets pointiformes sans dimension qui étaient responsables pour la collision à grandes impulsions transférées. Et aussi dans les collisions purement hadroniques, comme dans les collisions proton-proton qu'on était en train de faire au CERN, quand il y avait une machine, un accélérateur ISR, Intersecting Storage Ring, montrait que la collision
à grand transfert d'impulsion n'était pas supprimé d'une façon exponentielle. Bon, il y avait évidemment un décroissement de la section efficace, mais de type toujours puissance et pas de type exponentiel. Donc, tout ça montrait qu'il devait y avoir des objets dans l'hadron qui n'étaient pas mous, qui étaient vraiment comme des petits points et qui étaient responsables de ces collisions dures. Et là, la corde, il n'avait pas, parce que dans la corde, tout est mou, il n'y a que de la corde dans la corde. Voilà. Et je dirais que encore pire, c'était la compétition. Hein, parce que à l'alentour de 1973, QCD, la chromodynamique quantique, la théorie des quarks et des gluons, arrive, débarque, et là, on avait démontré qu'elle avait cette propriété de liberté asymptotique qui donnait une explication de tous ces processus durs. Bon, j'ai donné mon premier cours en 2005, justement sur la QCD dans ce régime-là. Et donc là, on pouvait faire des calculs et on obtenait de bons résultats par rapport aux données expérimentales. Après, cette même théorie avait cette idée, là c'était plutôt une conjecture à ce moment-là, que par contre, à de grandes distances, il y avait des forces de confinement qui rendaient impossible de libérer des quarks et des gluons. Donc, une explication de pourquoi ces quarks et ces gluons, on ne les voit pas vraiment à l'état libre. Et encore pire, si vous voulez, pour la corde, ces mécanismes du confinement des quarks étaient associés d'une façon théorique pour l'instant, disons, à la formation d'un tube de flux électrique. Bon, on doit l'appeler chromoélectrique parce que, disons, c'est la chromodynamique et pas l'électrodynamique. Chromoélectrique, un tube de flux, c'est une espèce d'effet Meissner, mais dual, parce que dans l'effet Meissner, c'est un tube de flux magnétique. Donc, il y a la dualité électrique-magnétique là-dedans. J'avais parlé de ça dans les cours en 2006. Et ces tubes de flux simulaient, si vous voulez, une corde entre les quarks et l'antiquark. Hein. Et ça, ces choses-là, c'était responsable pour le confinement du quark. Alors, il était vraiment très ressemblable à une corde. Bon, à ce moment-là, on aurait pu dire, bon, on laisse tomber, hein, on abandonne la théorie des cordes parce que la QCD nous donne tout ça, plus autre chose. Je dirais que c'était un peu difficile psychologiquement pour les gens qui avaient travaillé sur cette théorie. Et en particulier, au moins pour moi personnellement, c'était difficile d'abandonner l'idée qu'il y avait cette dualité. Comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines, il y avait cette propriété pour laquelle la dualité, on ne devait pas rajouter les résonances dans un canal avec les résonances dans l'autre. Donc, il y avait une structure topologique dans la théorie des codes qui semblait ne pas être là dans les théories des champs ordinaires. Hein. Mais en 1974, Toft a montré que même cette topologie des diagrammes de dualité et, si vous voulez, des diagrammes qui utilisent la théorie des cordes découlent eux aussi de la QCD si on utilise un petit truc, c'est-à-dire si on généralise la chromodynamique quantique qui est basée sur les groupes de jauge SU3, parce qu'il y a 3 couleurs, hein, à une théorie de jauge
basé sur le groupe SUN. Donc, au lieu de 3, on met N. Et on considère la limite des grands N. Et au lieu de faire une théorie des perturbations ordinaire dans la constante de couplage, comme on fait d'habitude, disons, en électrodynamique quantique, par exemple, on fait un développement à 1 sur N, mais pas dans la constante de couplage. Donc, on imagine, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, comme calculer un diagramme de Feynman, de faire ça, et on trouve qu'au niveau plus bas, donc plus bas en 1 sur N, on reste avec des diagrammes planaires, des diagrammes de Feynman, par exemple pour une collision pion-pion. Les diagrammes qui dominent dans la limite des grands N sont des diagrammes planaires avec des lignes de quarks et des gluons comme une toile des gluons où les diagrammes sont planaires, c'est-à-dire je ne peux pas mettre un gluon qui se couple ici, après et s'y recouple là. Là, c'est interdit. Donc, on obtient, avec le développement 1 sur N de la QCD, exactement la topologie du diagramme de dualité avec en plus disons, quelque chose de concret à mettre là-dedans. Donc, ce développement 1 sur N, il était aussi en partie discuté dans mon cours en 2006. Voilà, donc ce développement non usuel, donc, il possède automatiquement la dualité de Dollenhorn-Schmidt, comme on la voulait. Et donc, ce développement 1 sur N nous donne beaucoup d'autres choses. Par exemple, on peut démontrer que dans la limite des grands N, les états liés des quarks-antiquarks deviennent stables. Donc, c'est ce qui coïncide avec l'approximation au niveau arbre de la théorie des cordes. Au niveau successif, il y a des diagrammes non planaires qui donnent des nouveaux états liés sans quark. C'est ce qu'on appelle en QCD les glue balls. Donc, ça serait l'équivalent de la corde fermée. Donc, comme dans la théorie des cordes, on avait vu qu'on part avec des cordes ouvertes, mais si on fait des boucles non planaires, le résultat fut qu'on trouve ce secteur de cordes fermées. Bon, là, serait l'analogue de l'équilibre. Donc, toutes les bonnes choses, si vous voulez, suivent de la QCD, mais on élimine les mauvaises. Et donc, j'ai déjà mentionné que la température de Hagedorn des modèles est réinterprétée comme une température de déconfinement et tout ça. Bon, donc, la question que les gens vont commencer à se poser, si effectivement, donc, toute cette construction de la théorie des cordes était bonne à quelque chose ou pas. Et disons, on pensait que peut-être il est utile à quelque chose, mais en effet, pendant une dizaine d'années, donc je dirais entre 1974 et 1984, pratiquement personne a continué à travailler sur la théorie des cordes. Alors, quand même, donc là c'était un petit peu une parenthèse historique. Maintenant, on fait une autre parenthèse, cette fois un peu plus sur la physique de la théorie des cordes quand même, hein, parce qu'on sait qu'après, en 1984, cette théorie a été ressuscitée. Donc, pourquoi? Voilà. Alors, pour expliquer ça, il faut faire un petit pas en arrière, revenir donc au début des années 70, quand ces physiciens cherchent dans un premier travail, après il y avait un deuxième avec Neveu et après un travail de Ioneia, ont étudié ce qu'on appelle la limite
des pentes zéro de la théorie des cordes. Pourquoi cette limite? Reprenons quelque chose qu'on avait discuté la dernière fois, je pense, ou peut-être il y a 2 semaines, que la théorie quantique des cordes, que j'indique avec QST, devient la théorie classique, si vous appelez, quand la taille de la corde est grande par rapport à cette longueur fondamentale de la théorie. Vous vous rappelez qu'on avait introduit la longueur de la corde quantique comme la racine de alpha prime h bar. Alors, bon, ça c'est évident. Si j'envoie h bar vers 0, je dois récupérer la théorie classique. Donc, c'est naturel que si L plus grande est ça, on récupère la théorie classique. Alors, on pourrait très naïvement penser que la même théorie classique est aussi récupérée si j'envoie alpha prime vers 0. Parce que dans cette même limite, la longueur de la corde va à 0 aussi. Mais cette conclusion est fausse et la raison est la suivante, c'est très simple si vous voulez. Si on calcule la longueur d'une corde de masse m, à cause du fait que alpha prime est l'inverse de la tension c'est la masse par unité de longueur, la longueur est alpha prime fois la masse. Imposons que la longueur soit beaucoup plus grande que la longueur de la corde. La longueur de la corde est la racine carrée de ça. Donc, j'obtiens que alpha prime m beaucoup plus grand que racine de alpha prime h bar. Donc, vous voyez, il y a un alpha prime ici, il y a une racine d'alpha prime ici. Donc, ce n'est pas vrai que dans la limite alpha prime qui va vers 0, la longueur devient grande et devient justement petite. Donc, cette conclusion, il faut faire toujours attention quand on discute des choses sans dimension, quelle est la bonne limite. Alors, si on prend quelque chose d'adimensionnel comme le rapport grand Z divisé par la longueur de la corde, on voit tout de suite que, en effet, la limite classique, c'est plutôt la limite alpha prime qui va vers l'infini. Donc, h bar qui va vers 0, c'est sûrement bien, mais pas alpha prime qui va à 0. Donc, on peut se demander la question, alors la limite alpha prime qui va à 0, elle correspond à quoi? Elle ne correspond pas à la limite classique de la théorie. Mais on peut démontrer que plutôt, c'est ce qui se passe, que dans cette limite, la théorie quantique des cordes devient plutôt une théorie des champs de type conventionnel. On n'a pas vraiment une démonstration formelle directe, mais disons, on peut faire des calculs, on peut donner beaucoup d'arguments dans ce sens-là. Alors, si vous voulez, la conclusion est que la théorie quantique des cordes est une extension, plutôt que quelque chose en contraposition avec, la théorie quantique des champs. Donc, c'est un peu comme la relativité et la mécanique quantique sont des extensions de la mécanique classique et il devient la mécanique classique dans des limites appropriées. La relativité, quand j'envoie la vitesse de la lumière vers l'infini, ou quand je prends des vitesses beaucoup plus petites que la vitesse de la lumière, la mécanique quantique, quand j'envoie h bar vers 0. Alors, pourquoi la limite alpha prime qui va vers 0 nous redonne une théorie des champs? Bon, parce que si je prends le spectre à nouveau de la théorie des cordes et j'imagine d'envoyer la pente vers 0, donc je rends ces lignes droites toujours plus horizontales, c'est clair que j'envoie beaucoup de masses vers l'infini. Ça, c'est clair. En effet, comme on a dit que alpha 0 est bloqué par des raisons théoriques, disons, je peux pas, c'est un des paramètres qui est fixé dans la théorie,
je dois faire pivoter ces trajectoires autour du point où, des points où interceptent qui correspondent à l'intercept. Donc, j'envoie tout vers l'infini, sauf les particules de masse nulle. J'envoie aussi les tachyons vers l'infini, l'infini négatif, si vous voulez. Donc, si vous voulez, comme les particules très, très massives ne font pas grand-chose à basse énergie, je reste avec les particules à masse nulle dans ma théorie. Et la question est, est-ce que ces particules à masse nulle qui restent dans la limite alpha prime qui va vers 0 interagissent entre eux comme dans une théorie des champs ordinaire? Et la réponse est oui. Donc, si vous voulez, donc, je répète, la limite alpha prime qui va vers 0, peut-être c'est plus physique de dire que c'est la limite de basse énergie pour les interactions des états à masse nulle de la corde. Voilà. Alors, c'est ce que Neve et Scherk, bon, Scherk avait fait quelque chose de un petit avant tout le monde, hein, mais il avait fait quelque chose peut-être d'un peu moins intéressant, mais c'était les premières à considérer ces limites-là. Après, Neve et Scherk pour la corde ouverte et Yoneya pour la corde fermée, ils ont fait quelque chose qui, a posteriori, n'est pas surprenant. Ils ont trouvé qu'effectivement, les particules à masse nulle et J égale 1 de la corde ouverte sont couplées entre eux comme dans une théorie de jauge, abélienne ou non abélienne. On va voir un exemple tout à l'heure. Et tandis que les particules à masse nulle de la corde fermée, avec J égale 2, ils ont le même couplage que les gravitons quand on fait un traitement semi-classique en relativité générale. Alors ça, ce n'est pas surprenant, si vous voulez, je l'ai répété 1000 fois, que l'invariance des jauges est nécessaire pour décrire des particules à masse nulle et J égale 1, et que la covariance générale est aussi nécessaire pour décrire des particules à masse nulle et J égale 2. Mais disons, c'est important de vérifier que c'est effectivement le cas. Donc, je vous montre les résultats d'un petit calcul qu'on peut faire. On peut prendre la fonction à 3 ou à 4 particules de masse nulle et spin égale 1. On met dedans aussi ces facteurs de Cham-Paton, la trace des matrices, du groupe des Savert, et on prend la limite de basse énergie. Donc, pour la fonction à 3 points, si vous voulez, on prend la formule de Koba-Nielsen, mais on doit la prendre pour 3 particules vectorielles, ou si vous voulez, on prend 3 opérateurs de vertex correspondant aux 3 bosons, 3 bosons à masse nulle, vecteurs à masse nulle. Et comme il n'y a pas, vous savez, il y a 3 variables de Koba-Nielsen, mais on peut tout fixer, donc on obtient quelque chose, même pas un intégral, hein, c'est un nombre, une fonction de quoi? C'est une fonction des 3 impulsions des 3 particules, avec une conservation de l'impulsion, donc la somme des 3 impulsions est 0. Je prends comme d'habitude toutes les impulsions qui rentrent. Et après, c'est une fonction de polarisation des 3 particules avec spin, donc ils ont leur spin, leur polarisation, et des nombres quantiques internes qui sont caractérisés par l'index d'une matrice lambda. Et donc, j'obtiens une expression qui est écrite comme ça, où il y a les facteurs de Cham-Paton. Il y a un facteur qui dépend des impulsions et des polarisations.
et qui est assez simple. Vous voyez les produits scalaires de deux polarisations fois les produits scalaires de la troisième polarisation fois la différence des deux impulsions des deux autres. Et on rajoute trois termes parce que, disons, on fait aussi, il y a plus les perturbations cycliques du même. Bon, et après il y a aussi une constante qu'on appelle J-string, JS, que je vais discuter tout à l'heure, hein, et des puissances de alpha prime pour des raisons dimensionnelles. Et cette somme entre parenthèses est ampère si on fait un échange, si on passe d'un échange cyclique à une autre, si on fait un échange de deux entre eux, donc on passe d'un cyclique à anticyclique si vous voulez, on voit tout de suite qu'on gagne un signe moins. Ça veut dire que là, je peux antisymétriser par rapport à deux de ces trois index. Donc, j'obtiens un commutateur de deux générateurs. Bon, j'obtiens exactement les constantes de structure du groupe. C'est bon signe parce que c'est exactement comment trois bosons de jauge se couplent entre eux. Il y a les constantes de structure du groupe de jauge. Donc, vous voyez, on n'a pas mis les groupes de jauge dedans. Hein. Ça, au départ, c'est juste des matrices des saveurs. Donc, c'est un groupe global. Et tout d'un coup, une invariance locale, une invariance de jauge découle comme ça. Donc, on obtient les constantes de structure et tout le reste marche très bien. Et on trouve exactement le couplage des trois bosons de jauge dans une théorie des jauges non abéliennes dont l'action est donnée par l'action standard. Et la seule chose qu'on trouve, c'est qu'il y a une relation entre la constante de couplage de jauge et cette constante GS que j'ai introduite et que je vais expliquer dans la transparence de la prochaine, à travers ces formules-là. Donc, c'est essentiellement une identification de deux, à part quelques facteurs dimensionnels qui, en 4 dimensions, vaut 1. Alors, bon, je vais expliquer GS dans un instant, mais disons, si on répète les calculs pour la fonction à 4 points, c'est plus compliqué, parce que maintenant, c'est une fonction bêta, si vous voulez. Je dois prendre la limite de basse énergie. Je trouve deux contributions. Je trouve une contribution due au fait que deux particules peuvent se lier à une troisième, les changer. Donc, j'ai une contribution du pôle de la particule vecteur à masse nulle elle-même, plus j'ai un vertex irréducible à 4 particules. Et quand je fais tous les calculs, je trouve que ce vertex irréducible, c'est à nouveau les vertex qui découlent de cette action-là. Donc, ça marche très, très bien. Évidemment, ça marche à basse énergie. Je dois faire bon, pour la fonction à 3 points, il n'y a pas une dépendance de l'énergie, et c'est juste, c'est exact. Pour la 4 points, je dois faire la limite de basse énergie. C'est là que je dois faire la limite alpha prime qui va vers 0, si vous voulez, ou la limite de basse énergie. Et là, je récupère exactement la théorie de Yang-Mills. Alors, ça c'est très bien. Je dis, peut-être ce n'est pas surprenant, mais c'est très bien de l'avoir pu vérifier vraiment avec tous les facteurs, toutes les dépendances. Alors, qu'est-ce que c'est ce couplage GS? On n'a pas beaucoup parlé jusque-là, mais peut-être c'est le bon moment. C'est un paramètre, que pour l'instant c'est un paramètre libre, que nous avons déjà vu, si vous voulez, dans la fonction à 4 points. Quand on a écrit la fonction bêta, on a mis devant, je pense qu'on l'a appelé aussi bêta, disons, une constante devant. Alors, dans cette notation que j'utilise là, c'est cette constante qui multiplie la fonction bêta
je devrais l'appeler G de la corde à la puissance 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les propriétés qu'on a discutées jusque-là de la théorie des cordes sont toutes préservées si je multiplie les fonctions avec n pattes, n points, par un facteur G arbitraire, Gs arbitraire, à la puissance n-2. Donc, j'ai à ma disposition une constante. Qu'est-ce que c'est cette constante-là? Si vous voulez, c'est une normalisation qui est arbitraire de la fonction à 3 points et qui, si vous voulez, c'est le couplage des 3 cordes ouvertes entre eux. Voilà. Je pense que c'est assez clair que si je multiplie, par exemple, la fonction à 3 points par un coefficient Gs, celle à 4 pour un coefficient Gs2, à 5 pour Gs3 et tout ça, toutes les propriétés, en particulier la factorisation, est préservée. Hein? Vous pouvez vérifier vous-même, hein? C'est très simple. Donc, il y a cette possibilité. Une fois que j'ai choisi cette constante Gs arbitraire, le couplage des 3 cordes fermées, il est plus arbitraire. Parce qu'il découle d'une boucle, si vous voulez, et la boucle, une fois que j'ai mes diagrammes à arbre, la boucle est fixée complètement, donc je peux calculer le couplage, par exemple, des 3 cordes fermées, et je trouve qu'à un facteur près, elle est le carré de l'autre. Bon, on donnera une réinterprétation de ces couplages qui est assez intéressant je pense la semaine prochaine. Mais disons, pour l'instant, c'est une constante arbitraire que je peux rajouter, mais c'est juste une constante. Hein. Une fois fixée cette constante, elle est partout, mais d'une façon bien fixée. Alors, ouais. Bon, aujourd'hui peut-être on va y arriver. Alors, disons, vers, je dirais, 1974 environ, personne pratiquement pensait que la théorie quantique des cordes, c'était la bonne théorie des interactions fortes, pour toutes les raisons que je vous ai déjà dit. Alors, d'autre part, cette découverte, si vous voulez, de Scherk, Neveu, Ioneia, que la théorie des cordes pouvait donner lieu aux interactions des jauges, de la théorie des jauges. Et je ne voulais pas montrer, mais disons d'une façon tout à fait analogue, on peut calculer le couplage de 3 gravitons, 4 gravitons et réobtenir le couplage de la relativité générale, avait suggéré à Scherk et Schwarz de faire une proposition, une conjecture, que c'était effectivement très audacieuse. Il propose qu'au lieu d'utiliser la théorie quantique des cordes pour décrire les particules, les hadrons, donc les protons, les neutrons, on pourrait peut-être l'utiliser pour décrire les particules des bases de la QCD, donc les quarks et les gluons eux-mêmes. Hein, si vous voulez, c'est ça le changement de paradigme. Au lieu de dire la corde, je l'utilise pour décrire un méson, comme dans la QCD, les mésons et un quark, un antiquark, peut-être avec une corde de la QCD entre eux. Maintenant, on dit non, c'est les quarks eux-mêmes, c'est les gluons eux-mêmes de la QCD que je veux regarder comme des cordes. C'est ça un peu la révolution. Mais à ce moment-là, aussi, les bosons de jauge des autres interactions du modèle standard, pourquoi seulement la QCD? À ce moment-là, pourquoi l'un et pas les autres? Pourquoi pas les photons? Pourquoi pas les gravitons? Donc, dire que
c'est les particules élémentaires de la théorie des champs que je vais regarder comme des cordes et pas les particules composées de la théorie des champs que je vais regarder comme des cordes. Et donc, disons, on a inventé ce nom Theory of Everything, la théorie du tout, parce qu'effectivement, si on commence à dire, je décris toutes les choses les plus élémentaires comme des cordes, rien d'autre reste en dehors. Alors, il faut tout de suite dire, peut-être je l'ai rajouté hier, ce n'est pas dans votre note, il faut bien avoir en tête que pour faire cette proposition, c'est nécessaire de faire un changement de alpha prime. Parce que alpha prime, rappelez-vous, nous donne les dimensions typiques de notre corde, la longueur des cordes. Donc, je ne peux pas imaginer que mes photons ont les dimensions d'un noyau atomique. Donc, c'est nécessaire de prendre un alpha prime qui est beaucoup plus petite. Donc, rétrécir, si vous voulez, mes cordes à des dimensions, on verra bien de combien, on verra. Mais pour l'instant, on se limite à ces remarques. Alors, c'était effectivement quelque chose de très frappant comme proposition. Mais effectivement, elle avait l'avantage immédiat de changer des choses qui ne marchaient pas dans des choses très intéressantes. Parce que vous voyez, d'un coup, le fait qu'il y avait des particules à masse nulle, qui étaient vraiment difficiles à accepter pour les interactions fortes, devenait quelque chose de bien. Parce qu'on prédisait d'un coup l'existence d'un gluon, d'un photon, d'un graviton, et donc l'existence des interactions qui sont médiées par ces particules-là, donc les interactions de jauge et les interactions gravitationnelles. Ces problèmes que la théorie était très mou, qui était effectivement un gros problème, comme je l'ai expliqué, pour la théorie des interactions fortes, tout d'un coup devenaient bien parce que on avait besoin de rendre plus mou les interactions, en particulier les interactions gravitationnelles, parce qu'on avait tous ces problèmes de divergence ultraviolet dans la théorie. Donc, si on rend la théorie plus soft, plus mou, les divergences ultraviolet sont beaucoup améliorées. En effet, disons, on pouvait déjà voir que dans la théorie des cordes, pas seulement on pouvait faire une théorie quantique de la gravitation sans les problèmes ultraviolets, mais même les théories des jauges ou les divergences ultraviolets des théories quantiques des champs, comme les théories des jauges, sans la gravitation, même ces infinis-là, on pouvait l'éliminer. Bon, dans la théorie, dans les modèles standards, on sait qu'on arrive à traiter ces divergences avec les processus dits de renormalisation. Je dis qu'on les met sous le tapis, c'est un peu mon opinion. Mais, disons, on pouvait même avoir une théorie finie dans l'ultraviolet pour les autres interactions. Et bon, un autre avantage, c'était qu'on a vu que la théorie quantique des cordes voulait la supersymétrie. Quand on a voulu éliminer les tachyons, on a fait ces projections en JSO et on se retrouve avec une théorie supersymétrique. En effet, même aujourd'hui, toutes les théories des cordes qui semblent être théoriquement cohérentes ont la supersymétrie. Donc, si vous voulez, la supersymétrie est un luxe pour les théories des champs, mais devient quelque chose de nécessaire dans la théorie des cordes. Donc, c'est comme une prédiction de la théorie. Alors maintenant, comme la supersymétrie semble aider pour les problèmes de la hiérarchie des modèles standards, c'est peut-être aussi quelque chose de bien. Donc, c'était quelque chose de très osé, mais en même temps, il y avait tout de suite une petite liste de choses bien. Alors, il y avait encore le problème de la dimension d égale 10,
Mais déjà, depuis les années 20, on savait qu'on peut jouer un petit jeu inventé par des physiciens, Kaluza et Klein, et les dimensions supplémentaires de l'espace, on peut les considérer être compactes, donc comme des petits cercles ou des petites structures géométriques qui vivent sur une petite échelle, et les rendre, si vous voulez, invisibles, ou mieux encore, les rendre utiles pour générer des particules utiles de la théorie. En effet, la théorie des cordes pouvait même résoudre un problème qui était là depuis longtemps, depuis la proposition des théories de Kaluza-Klein, qui détermine la taille de ces dimensions compactes. Alors, j'avais préparé, je pense, bon, comme j'ai commencé 5 minutes à retard, je vous fais un petit résumé vraiment en 2 diapositives de la théorie de Kaluza-Klein, parce que comme ça, on va voir où la corde peut dire quelque chose d'intéressant aussi là-dedans. Donc, Kaluza et Klein avaient reformulé la théorie de la gravité plus Maxwell, comme une théorie purement gravitationnelle, mais avec une dimension supplémentaire de l'espace. Donc, dans la théorie de Kaluza-Klein, cette dimension supplémentaire de l'espace, c'est simplement un petit cercle, et disons avec un rayon, appelons-le grand R. Les potentiels électromagnétiques, si vous voulez, le rôle en mu des potentiels électromagnétiques est joué dans la théorie de Kaluza-Klein par les composants G mu 5 de la métrique. J'appelle 5 la dimension supplémentaire de l'espace. Même si c'est 0, 1, 2, 3, il n'y a pas de 4, il y a 5. Voilà. Donc, et G5, 5, parce que donc, si j'ai GAB en 5 dimensions, j'ai G mu nu, G mu 5, qui est égal à G5 mu, et après G5, 5. Et G5, 5, si vous voulez, c'est comme un champ scalaire. En 4 dimensions, c'est un champ scalaire, et il est associé lui-même au rayon propre du cercle. Et je dois aussi mentionner qu'Einstein, au départ, était un peu sceptique sur cette proposition, mais il finit pour dire que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, il y a un petit dessin. Donc, toutes les dimensions ordinaires de l'espace-temps sont ça, ou si vous voulez, les temps, c'est quelque chose qui suit les trajectoires. Bon. Et là, c'est la dimension supplémentaire qui est ce petit cercle-là. Donc, si vous voulez, la charge électrique, dans cette théorie de Kaluza-Klein, devient l'impulsion dans la direction du cercle, dans la 5e direction. Donc, il y a l'impulsion, bien sûr, dans notre espace, et il y a une impulsion, un mouvement, on peut avoir un mouvement dans la direction 5. Donc, si vous voulez, la charge électrique est, dans certaines unités, cette impulsion-là. Mais vous savez que si on fait une théorie quantique dans un cercle, à cause des conditions périodiques de la fonction d'onde, l'impulsion est quantifiée dans des unités h divisé par r. Donc, la théorie de Kaluza-Klein nous donne joliment une quantisation de la charge électrique. C'est-à-dire, je peux avoir charge 1 dans ces unités-là, ou 2, ou 3, mais pas n'importe quoi. Voilà, donc quantisation dans ce sens-là. Donc, ça, c'est très, très bien. Et il y a même une unification entre la force de Newton et la force électrique si on va à des énergies de l'ordre
de 1 sur R, qu'on appelle aussi la masse de compactification, qui est aussi la masse des excitations de Kaluza-Klein. Bon, donc la mécanique quantique est absolument nécessaire dans le contexte de la théorie de Kaluza-Klein, mais la charge électrique, si on va vraiment mettre les normalisations dedans, et si j'utilise pour la charge électrique les unités H bar égale C égale 1 et tout ça, vraiment la charge électrique devient la racine carrée de alpha. Et cette quantité sans dimension est donnée dans la théorie par les rapports entre la longueur de Planck et les rayons du cercle. Et donc, vous voyez, pour avoir la bonne valeur de alpha, je dois dire que les rayons de Kaluza-Klein doivent être d'environ 10 fois plus grands que la longueur de Planck. La longueur de Planck, vous savez qu'est-ce que c'est. Elle est très petite longueur. Mais, disons, il n'y avait pas nulle part dans la théorie de Kaluza-Klein une idée de pourquoi, qui, disons, nous donne cette valeur de R, complètement arbitraire. Alors, on va voir que dans la théorie des cordes, il y a un mécanisme qui essaie de fixer cette valeur de R. Il y avait un autre problème avec la théorie conventionnelle de Kaluza-Klein, que comme c'est une théorie en 5 dimensions, même les interactions électromagnétiques qu'elle génère ont des infinis non traitables avec la renormalisation. Donc, aussi de ce point de vue-là, mettre tout ça dans le contexte de la théorie des cordes est très bien. Donc, tout d'un coup, ce fait d'avoir des dimensions supplémentaires de l'espace devient une richesse pour la théorie des cordes plutôt qu'un problème. Et est-ce que j'ai terminé ou pas? Oui, ça c'est la dernière. Donc, est-ce que c'était donc le départ d'un rêve, d'un autre rêve encore plus ambitieux? Bon, pendant 10 ans, donc la proposition de Scherk et Schwartz était faite déjà en 75, 74, 75. Donc, mais pendant 10 ans, pratiquement personne n'a pris cette proposition sérieusement. Et je pense, du point de vue sociologique ou même scientifique, il y avait des raisons pour ne pas la prendre sérieusement tout de suite. Et c'est que, bon, on avait juste construit le modèle standard. En 73, 74, on avait le modèle standard, mais il y avait beaucoup à faire. On voulait extraire toutes les prédictions du modèle standard, on devait les vérifier par rapport aux données expérimentales. Et donc, il y a eu énormément de travaux, mais dans la théorie quantique des champs. Donc, c'était le retour de la théorie quantique des champs, et les gens se sont mis à la développer. Et il y a eu beaucoup de choses très importantes en théorie des champs dans les 10 années qui suivaient. J'ai déjà mentionné les expansions à grand N, la supersymétrie. Il y avait à vraiment faire des calculs de ces processus durs dans la QCD. Il y a eu l'invention de la théorie des jauges sur le réseau, l'idée des instantons, de comment on peut résoudre des problèmes comme U1 et CP, les courants neutres sans changement de Savert, la violation des CP, les théories grandes unifiées. Il y a eu vraiment beaucoup. C'était une période très, très fertile, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, les gens s'en fichaient complètement. La relativité, les cordes, la relativité générale, les cordes, la quantum gravity. Et en plus, il y avait un problème technique. Le problème technique est que dans cette théorie des cordes, on n'arrivait pas à voir comment on pouvait mettre des fermions du type chiral. Le modèle standard, je l'ai dit le premier cours, a des fermions qui sont dans une représentation chirale du groupe de jauge. Et ça,
c'était quelque chose qu'on ne voyait pas comment le faire en ce moment. Et donc, c'est un peu pour toute cette raison que le départ du rêve a dû attendre encore 10 ans. Et je pense dans le séminaire du professeur Divecchia, on va voir comment les choses se sont déroulées pendant ces 10 ans. Je vous remercie beaucoup.